Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub des Territoires, l'espace d'échange, de collaboration et de développement de la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Jeanne Carès-Deboc de la direction de l'investissement de la Banque des Territoires pour cet événement co-organisé avec l'AID, l'association pour l'intermédiation de données, pour cet événement qu'on a intitulé La donnée comme bien commun, construire les conditions du partage autour des data space et de l'intermédiation. Ça, c'est pour que vous soyez rassurés, vous êtes au bon endroit si vous êtes inscrit à cet événement. Alors, on aura la chance cet après-midi d'avoir des éclairages d'experts, des retours d'expériences concrets. J'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants. Alors, on est là au cœur de la vocation du Hub des Territoires, qui est de permettre des échanges entre les acteurs publics, les acteurs privés, les partenaires nationaux, les acteurs des territoires, pour à la fois prendre du recul par rapport aux transformations à l'œuvre dans les territoires, partager les enjeux, les expérimentations en cours, travailler ensemble à des innovations nouvelles. Alors, ce dispositif, il existe depuis 4 ans. Et si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite à le faire. On a une programmation publique qui est assez importante. On a plusieurs thématiques. On couvre l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des Territoires, que ce soit sur le champ de la transition écologique, de la cohésion sociale ou des souverainetés. Et donc la question du numérique est régulièrement adressée au Hub des Territoires. On a fait un cycle sur la data et l'IA qui s'est soldé par un podcast. Si vous voulez y avoir accès, on a l'ensemble des replays et ce podcast sur les pages du Hub des Territoires sur le site de la Banque des Territoires. Et puis, à venir dans la programmation, 2 événements qui peuvent vous intéresser, d'où l'intérêt d'être abonné à la newsletter. Le 13 novembre, un événement de présentation du baromètre et de la note de conjoncture sur l'usage de la data et du numérique dans les territoires avec le groupe La Poste et Data Publica. C'est le 13 novembre. Et le 4 décembre, un événement autour des data centers, relever le double défi de la souveraineté numérique et de la transition écologique. Voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Sans plus tarder, je passe la main à Jeanne, qui va vous donner un peu plus d'informations sur le déroulé de cette séquence. Bonjour à tous ici et à distance. Donc après le mot d'accueil du Hub, le mot de bienvenue. Je suis Jeanne Carès-Deboc. Moi, je suis investisseuse donc à la Banque des Territoires sur les sujets data, intelligence artificielle et confiance numérique. Et je vais être avec vous tout au long de cette fin d'après-midi. Nous sommes ravis de co-organiser donc cet événement avec l'Association pour l'intermédiation de données dont nous sommes partenaires depuis sa création, 2023. La Banque des Territoires s'est engagée très tôt sur le sujet du partage de la donnée et elle a apporté son soutien à différents acteurs du secteur. Je peux citer Apidae, plateforme d'échange de données touristiques, One Data Trust Exchange qui témoignera aujourd'hui, Data Hub sur les données agricoles et puis des entreprises fournissant des briques technologiques comme Dawex. Les sujets de souveraineté numérique sont aujourd'hui clés et très portés par notre directeur général Olivier Sichel. Et la maîtrise de la donnée, c'est un des piliers de cette souveraineté. La Banque des Territoires et plus globalement la Caisse des dépôts s'engagent pleinement pour accompagner les acteurs de l'écosystème du partage de la donnée. Nous sommes convaincus qu'avec à la fois le contexte géopolitique actuel et l'accélération de l'intelligence artificielle, le partage de la donnée dans des conditions souveraines de confiance est à un moment charnière et on est convaincu que ce partage de données va vivre une véritable accélération. C'est pour cela que nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'échanger sur ces sujets. Alors, pour lancer nos échanges, nous allons vous présenter d'abord les résultats d'une étude menée par la Caisse des dépôts sur les espaces de données partagés. On va vous la présenter très synthétiquement. Vous verrez, elle a le mérite de structurer le sujet en proposant un cadre d'analyse des critères, des facteurs clés de succès des data space. Puis nous accueillerons personnalités et experts qui vont nous parler des usages, des modèles économiques, des enjeux réglementaires, de l'intermédiation et des espaces de données partagés. Et puis, nous ferons part aussi de leur retour d'expérience. Et enfin, l'AID nous présentera le livre blanc qui est publié aujourd'hui et si vous ne l'avez pas déjà pris, qui est ici au Hub. L'événement est assez dense, alors n'hésitez pas à vous poser vos questions sur le chat parce qu'on n'aura pas le temps a priori d'en poser ici, mais on essaiera de vous répondre au fil de l'eau. Et puis en revanche, après, on aura le temps d'échanger autour d'un verre.
J'accueille maintenant Xavier Drillon, président de l'Association pour l'intermédiation de données et fondateur de MyTrust, pour introduire véritablement cet événement. Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence à cet événement qui est dédié à l'intermédiation de données, vous l'avez compris, et au data space. Alors, je souhaite évidemment, avant toute chose, remercier chaleureusement la Caisse des dépôts et la Banque des territoires de nous accueillir aujourd'hui. Je les remercie notamment pour le soutien financier, le soutien opérationnel et intellectuel qu'ils apportent à l'association depuis vraiment le tout début. Et je remercie en particulier Marie-Claude Charles, qui était présente au tout début de l'association, avec un soutien indéfectible. Alors pourquoi le hub des territoires alors que nous parlons intermédiation de données? En fait, la réponse est assez simple. Il s'agit de construire ensemble des infrastructures, les autoroutes numériques qui permettront aux entreprises de continuer à innover pour offrir aux consommateurs ou aux citoyens de meilleurs services en toute transparence et en toute sécurité. Alors, je suis très heureux de retrouver ce soir des membres de l'association et encore plus, je l'espère, de rencontrer des futurs membres de l'association, qu'ils soient intermédiaires de données, détenteurs ou utilisateurs de données ou des fournisseurs de technologies. Et ces temps de collectifs sont essentiels car ils permettent de croiser les visions des institutions, des régulateurs et des entreprises sur la manière finalement assez jeune, une matière assez jeune qui est l'intermédiation de données. Et ces jeunes, certes, pour l'image de notre association, qui a seulement 2-3 ans, mais nous pensons que l'intermédiation de données aura une place qui est de plus en plus centrale pour l'économie numérique et l'économie réelle. D'ailleurs, il est difficile aujourd'hui de séparer ces deux notions. Parce que l'accélération technologique et l'utilisation toujours plus importante des plateformes numériques et de l'intelligence artificielle créent un besoin accru d'intermédiaires de confiance. Parce que notre souveraineté, on en a parlé, on va en parler pendant toute la soirée, la souveraineté réelle dépendra aussi de notre capacité à organiser en Europe des flux de données fiables et sécurisés pour créer de la valeur. Si nous ne le faisons pas, inutile de vous dire que d'autres le feront à notre place. Et parce que la philosophie des réglementations européennes doit désormais se traduire dans des solutions concrètes et opérationnelles. Et nous avons sans doute tous, collectivement, par le passé, trop focalisé nos efforts sur la technicité de l'intermédiation, la mise en place d'une souveraineté de réglementation au détriment d'une souveraineté de puissance économique. Alors aujourd'hui, il est temps de nous focaliser sur l'innovation et la création de valeur avec des cas d'usage qui sont concrets, qui apportent de la valeur pour le propriétaire des données, valeur pour le détenteur, valeur pour l'intermédiaire ou valeur pour l'utilisateur. C'est cette ambition que nous portons au sein de l'AID, que j'ai l'honneur de présider, encourager dans l'économie réelle une circulation des données génératrice de richesse économique, tout en demeurant fidèle aux principes qui fondent notre modèle européen: transparence, souveraineté et sécurité. Alors, le programme de cette journée illustre bien cette ambition collective. Et un peu plus dans le détail par rapport à ce qui a été dit, nous aurons le plaisir d'accueillir Marie-Claude Charles, directrice d'investissement data, confiance et IA à la Banque des territoires, qui ouvrira nos échanges en rappelant comment l'intermédiation de données est au cœur des fondations des data space. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Laure de la Rodière tout à l'heure, qui est la présidente de l'ARCEP, qui présentera sa vision de régulateur et son soutien au développement des acteurs de l'intermédiation de données. Nous aurons également une table ronde avec des membres de l'association qui sont des intermédiaires et qui présenteront des cas pratiques et les modèles d'affaires associés. Alain Clos nous fait l'amitié de nous rejoindre, c'est le président de France FinTech, et nous expliquera comment dans le secteur bancaire, il y a eu une transformation depuis plusieurs années avec l'open banking et comment cette transformation va encore s'accélérer dans les années qui viennent avec l'open finance porté par le prochain règlement FIDA. Malte Beyer de la Commission européenne, malheureusement, ne pourra pas être présent physiquement, mais il a tenu à témoigner en vidéo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Malte Beyer, c'est un peu le père de l'intermédiation de données telle qu'elle est définie dans le DGA. Et il interviendra pour nous parler des travaux de la Commission qui visent à une régulation plus simple au service de l'innovation.
J'aurai l'occasion de vous présenter rapidement le livre blanc dont on a parlé précédemment et François Vorer, directeur de l'investissement de la Banque des Territoires, prendra le soin de conclure notre événement. Voilà. Je vous souhaite des échanges riches tournés vers l'innovation et la création de valeur, car c'est bien de cela qu'il s'agit, faire de l'intermédiation de données un levier pour le progrès économique et social. Merci à tous. Donc bonjour à tous et à toutes et tous, pardon. La data est devenue vraiment le pilier en fait de notre économie et les conditions de son partage sont finalement un des fondamentaux de la souveraineté et garant de la souveraineté de nos données. C'est cette préoccupation et cet enjeu commun qui nous rassemble aujourd'hui. Et la Caisse des dépôts et la Banque des territoires sont mobilisés sur ces sujets depuis quelques années maintenant. Nos premiers investissements sur le sujet des data space datent de 2020. Après quelques années sur les data space, on a ressenti en fait le besoin et compte tenu d'un foisonnement en fait de projets, de prendre le temps de se poser pour essayer de comprendre justement les conditions et les facteurs clés de succès de l'économie du partage de la donnée. Donc en début d'année, on a diligenté avec différentes directions de la Caisse des dépôts une étude qui a été menée par les cabinets Wavestone et Roland Berger, qui nous font plaisir d'ailleurs d'être présents ici aujourd'hui, si vous voulez échanger avec eux, pour justement comprendre tout et mettre à plat tous ces sujets. Donc pour ouvrir cet événement, je suis ravie de vous partager les grandes conclusions. Donc ça sera très bref au regard de la longueur des analyses et du nombre de sujets à évoquer, mais en tout cas, ça permet de poser le cadre sur le partage de la donnée. Et pour faire le lien avec ce qu'évoquait Xavier, l'intermédiation est bien sûr un des pans, mais elle peut également s'inscrire en dehors du sujet des data space. Et je pense que c'est important de poser ce cadre-là pour bien comprendre tous les échanges. Pour revenir en fait sur les... dans quel cadre en fait nous avons diligenté cette étude ? Il y a eu tout un ensemble d'initiatives qui ont été portées par différents acteurs dans des contextes différents depuis quelques années. Une littérature extrêmement foisonnante et parfois fragmentée avec des approches parfois hétérogènes. Donc dans cette économie qui est finalement somme toute jeune et peu mature, qui n'a que quelques années, parmi toutes ces initiatives, donc on a identifié le besoin de prendre le temps et de réfléchir à finalement quels sont les abacs d'analyse pour faire émerger des initiatives qui soient, on va dire, successful, pardon pour l'anglicisme. Alors, je vous ai mis une slide un peu dense, mais je pense qu'elle était plutôt intéressante parce que ça permet de poser le cadre. Alors, je vous fais grâce de la lecture détaillée, mais ça permet de poser le cadre en fait de toutes les initiatives en fait qui ont émergé et qui sont très larges. Donc, qui vont du portail open data public-privé jusqu'à des marketplaces, sachant que le cœur en fait de notre étude s'est concentré sur 5 catégories, dont le data space qui finalement est la forme la plus centrale. Le data space, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est au regard justement de toutes les initiatives qu'on présentait sur la slide précédente ? En fait, c'est d'une certaine manière le modèle ultime de partage de la donnée et qui représente la forme la plus aboutie. Pourquoi ? Parce qu'elle porte en elle, le data space porte en lui-même, des principes fondamentaux nécessaires au partage de la donnée. Il y a à la fois il y a 6 piliers. Il y a une gouvernance fédérée et souveraine, une conformité à la réglementation européenne, un cadre contractuel commun et fédéré, une notion qui est importante, qui est la décentralisation de la donnée. Il n'y a pas de stockage de données. Les détenteurs restent détenteurs de la donnée. Une interopérabilité qui est aussi un des grands enjeux en fait, des data space et des écosystèmes sectoriels ou thématiques. Un data space aussi, il faut le voir, c'est une infrastructure immatérielle et c'est vraiment une vision prospective long terme. On est en train de construire ces infrastructures immatérielles qui, on l'espère, émergeront et seront les socles en fait, d'un partage de la donnée souverain. Et sa construction s'élabore en 3 phases. La phase de construction qu'on nommera build, la phase de scale-up, qui est finalement le déploiement de cette infrastructure, et la phase de run, qu'on espère voir émerger rapidement pour porter justement tous les sujets qui s'articulent autour de la donnée. Pour en venir à la conclusion en fait, de cette étude, il s'avère que finalement, il n'y a pas un modèle unique. Et que les modèles en fait, qu'on a pu voir, que je vous ai présentés précédemment, doivent s'entendre par rapport aux finalités
Et donc, il faut cadrer en fait l'intention et la base de la mise en place de la plateforme ou du data space et de la logique du partage de données. Il n'y a aucun modèle qui intrinsèquement portera en lui la réussite en fait, du projet, mais il faut d'ores et déjà en fait, cadrer le besoin initial, donc en fonction du secteur, en fonction de la sensibilité des données. Donc il est indispensable d'adapter le modèle à son besoin et non l'inverse. La pertinence du modèle repose sur une adéquation entre le contexte et les objectifs. Il y a 3 paramètres et donc 3 questions qu'il faut se poser en fait, quand on lance un projet. Qui va porter le projet? Quelle est l'ambition ultime? Et pour quel type de données? Et surtout, en fait, une pierre angulaire qui est également le cas d'usage. Pour illustrer le propos, un data space, étant le modèle ultime, c'est vraiment poser un cadre de confiance pour le partage de données très sensibles, avec des enjeux d'interopérabilité et des objectifs stratégiques long terme. Si par exemple on se positionne dans le cadre d'une filière, une plateforme verticale pourrait amplement suffire pour répondre aux enjeux. De cette étude sont sorties 6 grandes catégories de critères d'analyse. Donc je n'aurai malheureusement pas le temps d'y revenir, mais je souhaitais vous en partager les principaux. La gouvernance et l'organisation. Quand on élabore un projet, analyser le cadre de gouvernance est extrêmement fondamental. Et notamment, ça pose la base de la répartition de la valeur entre ceux qui partagent et détiennent les données, mais également l'orchestrateur. Il faut que chacun s'y retrouve. Et finalement, cette gouvernance est le pendant du financement et du modèle économique. Il y a également des enjeux, s'interroger sur quels sont les enjeux sectoriels. Par exemple, de comment se compose, par qui est composé en fait un secteur. Est-ce que c'est un secteur fragmenté, concentré? Est-ce qu'il existe en fait un acteur suffisamment significatif pour quelque part porter et incarner le déploiement du data space? Et également, effectivement, les cas d'usage qui sont préexistants. Le financement et le modèle économique, c'est au final le porteur finalement de la viabilité et de la pérennité du projet. Donc il faut, et c'est important, de réfléchir et d'identifier des modèles économiques qui soient réplicables et qu'on puisse passer à l'échelle et qui puissent bénéficier finalement à toutes les parties prenantes, de la petite PME à l'acteur industriel plus significatif. Il y a un fort enjeu en fait, d'absorber les coûts, notamment dans le cas du data space. Finalement, la notion de coût est extrêmement importante. Et je relierai cette notion de coût au socle et au choix technologique. Finalement, l'enjeu d'un data space, c'est de pouvoir le déployer non pour en faire une licorne, mais qui soit capable en fait, de s'autofinancer et d'être pérenne et viable en y associant et en créant de la valeur pour tout un chacun. Les détenteurs, l'orchestrateur et les utilisateurs de la donnée. Bien sûr, la notion réglementaire est un des fondamentaux aussi. Et la notion de confiance numérique. En fait, sans confiance, finalement, quand on parle de souveraineté, je pense que la confiance est vraiment un des indépendants. Donc voilà les 6 critères en fait, qui ressortent de cette étude et sur lesquels on aura l'occasion de revenir certainement dans d'autres communications et puis à disposition pour échanger en fin d'événement lors du cocktail. Je vous remercie. Et donc j'appelle maintenant, merci Marie-Claude, j'appelle maintenant Laure de la Raudière, présidente de l'ARCEP. Merci à vous d'être ici, Laure, qui allait nous présenter la position de l'ARCEP sur l'intermédiation. Non, c'est bon, ça y est, il était pas allumé. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président de l'AID. Et merci aux organisateurs, merci à la Banque des Territoires de nous accueillir aussi pour l'organisation de cet événement sur la donnée comme bien commun. Alors, mesdames et messieurs, la donnée comme bien commun, qui est le titre de votre conférence aujourd'hui, résonne particulièrement aux oreilles de l'ARCEP, votre nouveau régulateur, qui a comme signature depuis très longtemps les réseaux comme bien commun. Les réseaux comme bien commun, c'est une garantie pour les échanges entre utilisateurs, partout et pour tous, grâce à un cadre de régulation adapté. C'est la même ambition que nous devons avoir dans le domaine des données. Aujourd'hui, si je caricature un peu, le monde se partage entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données. Parfois, j'allais dire presque malheureusement, ce sont les mêmes entreprises qui jouent les 2 rôles. Par exemple, les GAFAM. Par la puissance de leur collecte de données et leur croisement, ces acteurs ont la capacité de développer toujours plus de nouveaux services, accroissant leur puissance de marché dans de nombreux secteurs, dans lesquels ils n'étaient même pas
au départ. On y assiste une fois de plus avec le développement de l'intelligence artificielle. À l'opposé, il y a des entreprises détentrices de données qui les conservent, ne les partagent pas, mais qui n'ont pas non plus accès à des sources de données complémentaires pour développer de nouveaux services. Cela leur permettrait pourtant d'accroître la valeur proposée à leurs clients ou de se développer sur de nouveaux marchés. Développer le partage de données, créer un marché unique des données pour favoriser l'innovation et le développement économique, tout en garantissant la protection des droits des citoyens et la sécurité des données, c'est toute l'ambition de la Commission européenne dans sa stratégie pour la donnée. Pour atteindre cet objectif, il faut créer, et vous l'avez bien dit, les conditions de la confiance entre les acteurs pour faciliter le partage de données. Et c'est justement le but du statut d'intermédiation de données créé par le Data Governance Act en 2023. Je crois qu'il a été mis en œuvre en 2023. C'est d'ailleurs le sens de l'événement d'aujourd'hui, de montrer les bénéfices qu'apportent les intermédiaires de données dans le maquis du marché ou des marchés de la donnée. L'ARCEP a été désignée en 2024 comme l'autorité de régulation de cet acteur. Et je voudrais vous indiquer que dans la salle, il y a 3 éminentes personnes de l'ARCEP qui travaillent depuis fin 2023 ou début 2024 sur ce secteur, donc Léo Quentin, Judith Herzog et Antoine Pétel. N'hésitez pas à leur poser beaucoup des questions sur la façon dont on entreprend cette régulation à vos côtés dans le but de développer cette activité. Aujourd'hui, en France, 9 prestataires de services d'intermédiation de données se sont notifiés auprès de l'autorité. Nous en avons labellisé 2 d'entre eux à leur demande et après instruction de leur dossier, il s'agit de MyTrust et de Hub1 Data Trust plus récemment. 9 prestataires, c'est plus de tiers des intermédiaires de données dans l'Union européenne. Ils sont français. Et donc, c'est une dynamique inédite. Et nous avions à cœur à l'ARCEP d'être prêts à recevoir les notifications dès l'entrée en vigueur de la loi. Cela a permis aux premiers acteurs de se notifier en France dans les jours suivants de l'adoption de la loi, transposant le Data Governance Act en France. Le processus de labellisation nécessite un examen plus poussé de la part de l'ARCEP et de nombreux échanges avec les acteurs, notamment sur la sécurisation des données, leurs conditions d'utilisation ou encore les pratiques tarifaires. Cette labellisation est valable dans toute l'Europe. Son objectif est d'apporter de la confiance dans l'activité d'intermédiation de données et ça a été rappelé encore. On sait que la confiance pour le partage de la donnée est essentielle. Nous travaillons main dans la main avec la CNIL, mobilisés dès lors que des questions relatives à la protection des données personnelles sont susceptibles de se poser. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier la CNIL pour la qualité de nos relations et pour le travail en commun sur certains dossiers. Que signifie tout ceci? Que les fondations pour renforcer la confiance dans l'économie de la donnée sont en place et que les écosystèmes de partage des données sont encore en cours d'émergence. Mais le potentiel des données européennes reste inexploité car leur disponibilité pour l'utilisation et la réutilisation est encore assez faible. Le cadre défini par la précédente stratégie européenne pour les données constitue une base solide. Le Data Act, entré en vigueur il y a 3 semaines, constitue une étape clé supplémentaire. Sa mise en œuvre efficace peut libérer d'énormes quantités de données et le Data Governance Act peut garantir cet environnement fiable pour le partage de données, à même de renforcer ainsi la position de l'Europe dans ce domaine, et en particulier la position de la France. Il nous faut donc amplifier la dynamique du partage de données. Alors comment ? Suite aux échanges que nous avons eus avec les différents acteurs, et puis avec notre expérience historique de régulateurs technico-économiques des infrastructures numériques, nous proposons des ajustements mineurs au cadre actuel, et je voudrais vous les partager pour garantir la viabilité économique des fournisseurs de services d'intermédiation de données. Alors, j'insiste d'abord sur le fait que ces ajustements ne peuvent être que mineurs. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il faut toujours préserver une stabilité d'un cadre réglementaire afin d'apporter la prévisibilité nécessaire aux acteurs déjà engagés dans cette démarche. C'est cette stabilité du cadre, en fait, qui permet de porter ses fruits. Et c'est ce qu'attendent les entreprises déjà régulées et leurs utilisateurs. Alors, quels ajustements envisager dans ce contexte? Voici les plus importantes et je sais que certaines d'entre elles font écho à vos réflexions. D'abord, mettre en place des laboratoires de données pour l'intelligence artificielle. Pour répondre aux besoins spécifiques de certains développeurs d'IA, une gouvernance des données fiable et interopérable, par exemple au sein d'espaces de données interconnectés, pourrait être envisagée grâce à des intermédiaires de données interopérables. Deuxièmement, encourager le développement d'interfaces afin de faciliter l'accès des intermédiaires de données et des autres parties prenantes aux données. Nous proposons aussi d'étendre les droits de portabilité des services cloud existants aux logiciels sur site afin de libérer davantage de données. Nous proposons aussi d'aider les entreprises à évaluer la valeur de leurs données, parce qu'elles n'en ont pas conscience, elles ont l'impression d'avoir une mine d'or, mais qui n'est pas aujourd'hui valorisée. Et donc, en fait, cette non-valorisation n'encourage pas le partage. Donc, nous proposons d'aider ces entreprises à évaluer la valeur de données en créant, par exemple, des modèles de coûts, des modèles de prix de données. Garantir la contestabilité sur le marché de l'IA grâce à un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux données d'utilisation des grands acteurs, afin de libérer ces données, les données des big tech. Enfin, puisque nous partageons l'objectif de simplification générale de la réglementation qui s'impose aux entreprises, nous considérons que la consolidation et la rationalisation de la réglementation pourraient en améliorer la clarté. Voici donc quelques pistes dans ce cadre. Le régime de régulation des intermédiaires de données doit rester obligatoire, tout en donnant plus de visibilité aux acteurs labellisés. Le Data Governance Act, le Data Act et le règlement sur la libre circulation des données non personnelles, parfois oubliées, pourraient être consolidés. Pour réduire la charge administrative des entreprises, certaines obligations auxquelles les intermédiaires sont soumis pourraient être alignées plus habilement avec d'autres dispositifs réglementaires, et je pense en particulier à tous ceux qui concernent la cybersécurité. Et pour soutenir start-up et PME qui souhaitent développer des services d'intermédiation de données, il faut permettre, grâce à des bacs à sable réglementaires aux entreprises, de tester plus largement des solutions nouvelles et d'effectuer des tests de marché en matière de partage de données. Voici donc la teneur des propositions que l'ARCEP a formulées à la Commission européenne. Nous allons continuer à travailler avec vous, avec le Comité européen pour l'innovation en matière de données, dans lequel l'ARCEP siège, pour que le cadre qui est mis en place puisse porter des fruits réellement. Et d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, en France, on a une dynamique particulièrement intéressante dans ce domaine. Et donc, je pense qu'il faut qu'on joue collectif pour faire réellement décoller ce marché. Mesdames et messieurs, le cadre de régulation des intermédiaires de données est encore récent, avec un écosystème d'acteurs très dynamique, mais parfois encore fragile. Et donc, je tiens à vous exprimer tout l'engagement de l'ARCEP pour accompagner le développement de cette activité au service de l'innovation et du développement économique. Et je voulais tout particulièrement remercier l'ensemble des acteurs avec lesquels les équipes de l'ARCEP travaillent quotidiennement. Vous nous avez fait monter en compétence sur ce secteur-là et vous pouvez compter pour nous, à la fois pour être un régulateur exigeant, forcément, il y a des règles à respecter et nous sommes là pour ça, mais aussi pour vous accompagner dans l'évolution du cadre à bon escient et puis, naturellement, de vous accompagner dans le développement de vos activités. Merci.
Donc maintenant, nous allons avoir une table ronde sur les usages. Donc j'appelle Jean-Sébastien, les usages. Donc j'appelle Jean-Sébastien de Hub One Data Trust, Alain et Olivier. Donc merci Laure, merci pour tous ces rappels sur les enjeux réglementaires et le déploiement de l'intermédiation de données. L'objet de cette table ronde, en fait, c'est de partager avec des opérationnels leur expérience sur les enjeux de l'intermédiation de données, qui nous partagent en fait comment justement ils se frottent au quotidien à la fois à des problématiques opérationnelles et comment ils voient l'émergence de tous ces enjeux. Donc Alain, en tant que directeur des projets Data Space d'Orange, quels sont les modèles sur lesquels vous avez eu l'occasion d'intervenir et quels sont les principaux enjeux que vous avez eu l'occasion d'identifier? Bonjour à tous. Alors effectivement, les enjeux sont assez similaires en fonction des différents data spaces sur lesquels on intervient. C'est essentiellement des enjeux autour de la confiance numérique. C'est parfois aussi des enjeux de souveraineté numérique, mais la confiance numérique, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour répondre aux clients. On a mis en place une direction de la confiance numérique au sein d'Orange Business. On a participé à l'aventure Gaia X dès le début, l'aventure AID également. Et on a répondu à des attentes autour de l'identité numérique essentiellement au départ. Ensuite, évidemment, autour de l'hébergement de confiance, donc avec différents niveaux, d'hébergement de santé, par exemple, ou l'hébergement Secnum Cloud. Avec aussi des outils autour de l'intelligence artificielle, bien sûr, mais du coup, de l'intelligence artificielle souveraine. Donc, c'est des services qui sont demandés par nos clients sous certaines conditions et qu'on développe. Olivier, je vous laisserai présenter l'activité de Noto, qui a un positionnement un peu différent, et nous partager, pareil, de la même manière, qu'est-ce que vous constatez comme enjeu, quelles sont les déclinaisons opérationnelles, sur quelle typologie en fait, de projet vous avez eu l'occasion d'intervenir? Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, Noto est un peu spécial parce qu'on est sur un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on a d'abord utilisé la libre circulation des données personnelles telle qu'elle est instituée ou créée dans le RGPD en 2016, en prenant la vision que chacun des citoyens, des consommateurs, pouvait, grâce au RGPD, utiliser ses propres données qu'observaient ou que traitaient les entreprises à leur sujet pour leurs propres usages. Donc la première étape qu'on a franchie, c'est la capacité de démocratiser et d'industrialiser l'accès par le plus grand nombre à leurs propres données qu'on va chercher en leur nom, en tant que mandataire, qui est un principe créé. On a beaucoup travaillé avec la CNIL à ce sujet-là, et c'est vrai que la CNIL était extrêmement utile dans ce travail de dégrisement. C'est-à-dire que quand vous allez représenter un consommateur auprès d'un distributeur, vous n'êtes pas forcément reçu très positivement, puisqu'on va mettre les données en libre circulation, gouvernées par chacun des citoyens français. Donc notre premier rôle, c'est de faire en sorte que chaque citoyen puisse collecter ces données. Pourquoi faire? C'est la deuxième chose, et c'est là qu'on intervient en tant qu'intermédiateur, c'est-à-dire de pousser un écosystème d'innovation à proposer des cas d'usage aux consommateurs en toute confiance, et pour leur permettre, par exemple, de mieux suivre son alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des applications Yuka qui marchent très bien et qui vous disent quels sont les ingrédients à privilégier ou à fuir. C'est encore plus puissant si on est capable d'avoir une vision de l'équilibre alimentaire de vos achats sur le long terme, et c'est ce qu'on propose de faire en utilisant tous les tickets de caisse des grandes surfaces alimentaires, par exemple. Les enjeux, ils sont d'abord des enjeux de... j'appelle ça dégriser des zones grises, parce que les textes sont très beaux, mais ils sont forcément à écrire ou à modifier, ou en tout cas à traduire dans les cas concrets. Et c'est vrai que nos échanges un peu musclés avec les distributeurs nous ont forcés à travailler beaucoup avec la CNIL pour que la CNIL prenne des positions. Un détail, vous avez sur vos tickets de caisse des libellés produits. Je vous invite à essayer de comprendre quel produit vous avez acheté à travers le libellé, c'est impossible. En alimentaire, il y a des barcodes
qui permettent de savoir quel produit est précisément acheté. Bien, les distributeurs étaient, pour certains, très réticents à donner le barcode en se cachant derrière le fait que ça ne faisait pas partie du RGPD, etc. Donc on a dû travailler avec la CNIL pour dégriser cette zone grise. Après, on viendra en deuxième partie, je pense, sur comment accélérer l'usage de ces données pour les consommateurs et les entreprises. Jean-Sébastien, en tant que directeur général de Bowen Data Trust, je vous laisserai également nous partager les cas d'usage sur lesquels vous avez pu travailler, ce que vous avez vu émerger et tous les enjeux en fait, auxquels vous vous confrontez au quotidien dans le domaine de l'aéroportuaire. Oui, donc déjà un petit mot de contexte. Bowen Data Trust est né au sein du groupe Aéroport de Paris pour faciliter les échanges de données entre les acteurs de l'aéroport. Et cette facilitation, elle a pour but d'accélérer la digitalisation, ce qu'on appelle aussi parfois le Smart Airport. Donc on a lancé cette activité il y a 3 ans, donc on commence à avoir un peu de retour sur la façon dont ça fonctionne. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est finalement que le rôle de tiers de confiance, qui était un peu l'idée de départ, qui a été ensuite un peu supplanté par l'idée d'une plateforme d'échange de données massive. Finalement, ce rôle revient très clairement parce que les acteurs ont besoin d'aller chercher des données sans que son propriétaire expose les données brutes. Donc ça nécessite de passer par un tiers pour faire cette opération et ça nécessite aussi, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, de parler de transformation de données. Justement, sur la transformation ou le traitement, est-ce que vous pouvez un peu préciser ce que ça recouvre, quels sont les enjeux et vous, comment vous l'opérez? En fait, maintenant, on est tout à fait persuadé qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un échange massif de données si l'acteur qui orchestre n'aide pas à la transformation de la donnée. Alors, il peut y aider parce que finalement, il devient un acteur spécialisé du domaine et les entreprises, et on le voit beaucoup dans le domaine aéroportuaire, beaucoup des entreprises sont assez peu dotées de moyens SI puissants. Pour autant, elles ont des enjeux autour de l'exploitation de la donnée qui sont parfois complexes. Et finalement, se reposer autour d'un acteur comme nous qui développe une spécialité dans la compréhension et la maîtrise de ces données a beaucoup de valeur. Donc la valeur, elle vient de cette transformation au sens d'une transformation utile. Et le deuxième enseignement, c'est qu'on pouvait s'attendre à ce qu'on ait à exploiter des données extrêmement complexes et très nombreuses. On s'aperçoit plutôt qu'en devenant expert de données finalement assez basiques, celles qui font fonctionner l'aéroport au quotidien, on peut aller exploiter ces données de façon très puissante. Et donc, il y a aussi cet enjeu dans la transformation d'aller au sein de données qui paraissaient relativement simples, en tirer des enseignements puissants. Donc on parle d'intermédiation, de transformation de la donnée, mais la base est l'accès à la donnée. Olivier, quels sont effectivement les freins selon vous juste sur l'accès à la donnée? Les freins, ils sont relatifs à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les zones grises qui sont utilisées, surtout quand on n'est pas dans une démarche partenariale, mais qu'on représente la personne concernée au sens juridique. Et donc, on a besoin probablement de plus d'agilité avec les différentes administrations. On est sur un enjeu qu'on reconnaît tous, c'est que si on ne va pas très vite dans la libre circulation des données, on prend des risques majeurs. On a déjà perdu beaucoup de batailles. Je vous donne un exemple, un petit marché de 1 000 milliards de dollars qui est les investissements publicitaires à travers la planète. Il y a 10 ans, c'était un marché local, très atomisé. En 10 ans, il est passé à 60% au sein des 3 plateformes américaines que vous connaissez. Pour une seule raison, c'est que ces plateformes gardent les données jalousement et elles ne circulent pas. Donc la question, c'est quels sont les autres secteurs qui sont à risque? J'en ai plein à vous proposer pendant le cocktail. Donc je pense qu'on est tous, quand on écrit les textes, tous d'accord avec le législateur qu'il faut avancer. Mais ce n'est pas le législateur qui fera avancer, si ce n'est dans sa capacité à être très, très, très agile sur un objectif, la libre circulation des données. Et la deuxième chose, c'est plus culturel et communication. Probablement que la Banque des Territoires a un rôle à jouer, ainsi que les associations professionnelles. C'est comment on accélère sur les cas d'usage et comment on démontre à toutes les parties prenantes économiques qu'il y a de la valeur très forte à créer là-dessus.
Je suis un expert du domaine des produits de grande consommation. On est en retard, il y a plein de raisons. Il y a très peu d'ingénieurs qui prennent des décisions dans ces boîtes-là. C'est des boîtes marketing, donc elles ne sont pas forcément très agiles sur les données techno, sur des notions de technologie et de data. Je pense qu'il faut les pousser à travers la communication de best practice à avancer sur ce sujet-là. Parce qu'il en va de la souveraineté de la France et de l'Europe. Enfin, le danger est imminent. Donc voilà, nous on est à fond tous les jours là-dessus et on attend qu'il y ait des éléments multiplicateurs des efforts et de la vitesse. Alain, chez Orange, vous êtes un important détenteur et intermédiaire de données. Selon vous, et avec quelles illustrations pouvez-vous nous partager sur comment l'intermédiation de données permet justement de valoriser la donnée ? Alors, c'est vrai qu'on a travaillé depuis longtemps sur une donnée qu'on a nativement, qui sont les données mobiles, par exemple, par un produit qui s'appelle Fluvision, qui permet donc de suivre les utilisateurs mobiles, ou même, pourquoi pas, les gypsets dans les camions ou autres, et en extraire des informations, l'anonymiser, bien évidemment, anonymiser toutes ces informations, et puis les transformer en données à valeur ajoutée. Mais même les données mobiles qui sont à très forte valeur ajoutée, elles ont de la valeur uniquement si on ajoute des informations statistiques, si on ajoute des informations de l'INSEE, des catégories socio-professionnelles, etc. Donc on avait déjà développé effectivement cette capacité à enrichir ces données, mais avec, dans le cadre d'autres data space et d'autres données qu'on peut partager, là on a vraiment une puissance qui est beaucoup plus intéressante dans le domaine de la logistique, du transport, du tourisme. Donc c'est des cas très concrets qui existent, qui nous forcent aussi à travailler sur des roadmaps sur lesquels on n'avait pas forcément pensé à se positionner. Mais donc les opportunités européennes ou françaises nous donnent cette possibilité d'innover. On est aussi, et ça c'est important, forcé de travailler sur l'interopérabilité de ces données. Et ça c'est vraiment une donnée très importante. Donc il y a pour nous, c'est la confiance, c'est le sujet numéro 1, l'interopérabilité, c'est le sujet numéro 2. Pour quelqu'un qui n'est pas dans un métier, évidemment, on n'est ni sur le secteur de la santé, ni sur le secteur du transport, de la formation, de la logistique, mais par contre, on travaille avec tous les acteurs, qu'ils soient instituts de recherche, PME, TPE, les grands comptes, sur ces domaines. Et donc, on évolue avec eux, parce que c'est vrai que ça fait seulement 3-4 ans qu'on travaille sur le sujet et qu'on répond du coup à ces besoins, à ces nouveaux enjeux. Quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez parlé de vos actions en matière de co-innovation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez pu faire en la matière ? Alors, on a fait de la co-innovation avec, dans le domaine de l'agriculture, bien évidemment. On a fait aussi de la co-innovation sur le domaine de la santé. Et on continue à travailler sur des sujets de santé qui sont... alors je parlais d'hébergement de données de santé, mais il y a aussi quand on est intermédiaire de données de santé, c'est pas du tout la même chose. Donc on travaille avec effectivement des hôpitaux, on travaille avec des chercheurs, des instituts sur le domaine de la santé. Et il y a des sujets sur lesquels on est obligé de creuser. Donc, même si on a des filiales, on n'a pas la science infuse. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. On a travaillé aussi, par exemple, sur le domaine de l'éducation-formation. Avec des entités européennes qui développent donc leur propre système, par exemple de valorisation de l'information ou des systèmes de formation, et on a développé ou on développe des outils d'intelligence artificielle souveraine qui peuvent aider
voilà, ces entités qui sont vraiment spécifiques, qui sont vraiment experts dans le domaine de la formation, à aller encore plus loin dans la valorisation de leurs données. Il y a de l'or dans les données, on le sait depuis longtemps, mais voilà, c'est des sujets qu'on travaille ensemble. Jean-Sébastien, je souhaitais revenir sur un des éléments partagés par Laure de la Rodière. Hub One Data Trust a été labellisé prestation de services d'intermédiation de données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez demandé et comment vous constatez en fait que ça a pu impacter et changer le positionnement du projet? Oui, alors on est effectivement très content de cette labellisation. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de remercier effectivement l'ARCEP pour la collaboration sur ce dossier. Le chemin avait déjà été ouvert par MailTrust, mais il fallait quand même s'ajuster et comprendre les différentes exigences du DGA. Ça reste quand même quelque chose d'un peu technique et qui n'est pas abordé spontanément par nos prospects, hein, il faut en avoir conscience, mais c'est extrêmement important pour nous parce que c'est un label complémentaire qui nous permet d'asseoir notre position de tiers de confiance. Et ça aussi, moi je fais aussi un lien avec la souveraineté. Alors elle ne se joue pas que sur ce plan-là, mais c'est un élément complémentaire qui permet à nos prospects et à nos clients de comprendre qu'en utilisant nos services, ils se protègent d'une utilisation contre leur gré de leurs données. Voilà, donc je pense que c'est un enjeu qui va être de plus en plus partagé et compris. C'est un enjeu excessivement important fondamentalement. Ça n'est pas encore un enjeu monétisable fortement, mais enfin on y travaille tous les jours pour que ça le soit. Merci à tous les trois pour ces éclairages opérationnels. Je pense qu'on a le temps de prendre des questions dans la salle s'il y en a. Pas de questions, ça sera l'occasion, si vous avez des questions peut-être un peu plus précises, d'échanger lors du cocktail. Eh bien, merci à tous et Marie-Claude. Du coup, maintenant, on passe au secteur de la finance avec Alain Clot, président de France FinTech. Merci d'être là, qui va nous faire part de son retour d'expérience et ce qui pourra peut-être aussi inspirer d'autres secteurs. Bonjour à tous, merci. Merci à Xavier et à tout le monde pour l'invitation. Effectivement, je préside France FinTech, l'association qui fédère les FinTech françaises. Juste un petit mot sur ce que c'est que la FinTech française. C'est 1200 entreprises, 55 000 emplois. Et avec 14 licornes, c'est le premier secteur FinTech de l'Union européenne. On n'a pas tant de secteurs dans lesquels on peut dire qu'on est les premiers de l'UE, on est les deuxièmes de l'Europe géographique derrière les Anglais, mais ça fait plaisir. Et on est le premier secteur de la tech française. Voilà. Alors, Xavier m'a demandé de faire un premier retour sur l'open banking et l'open finance. Sujet vaste, complexe et sensible. D'ailleurs, en entendant les relations avec les retailers, tout à l'heure, Olivier, ça m'a fait penser à des situations bien connues de nos services avec les banquiers et les assureurs. Alors, la finance, plus que tout autre secteur, est concernée par la donnée numérique parce que la finance, fondamentalement, c'est de la donnée et des êtres humains qui la gèrent. J'ai tendance à le résumer comme ça. De la donnée qui parle de notre passé, qui parle de notre présent et qui parle aussi de notre avenir, parce qu'on fait des simulations, des projections avec et de l'évaluation. Un banquier, il sait presque tout de notre vie. Alors, j'ai failli dire il savait presque tout de notre vie parce que la multibancarisation a un petit peu abîmé le monopole. Mais enfin, il sait énormément de choses. L'assureur, c'est un petit peu moins parce qu'il a moins de viralité de contact avec nous. Mais il sait beaucoup quand même. Les banquiers, ils pratiquent l'analyse de la donnée depuis leur création. Et la création, selon les historiens, c'est pratiquement les stèles d'Hammurabi. Hein. Donc c'est pas tout à fait d'hier. On dit que c'est l'autre plus vieux métier du monde, d'ailleurs. Et donc, ils pratiquent l'analyse de la donnée depuis très longtemps et l'algorithme pratiquement depuis les années 90. Et malheureusement, je suis assez vieux pour avoir contribué à ça dans une grande banque à l'époque. On faisait déjà de l'analyse algorithmique, de profilage des comptes pour toutes sortes d'usages et en particulier pour mieux servir le client.
On le pratiquait, oui, j'ai été longtemps banquier, on le pratiquait de manière assez opaque quand même, pour dire les choses. D'ailleurs, en disant pas toujours aux clients qu'on analysait sa donnée, ils s'en doutaient un petit peu. En tout cas, c'est déjà une vieille histoire. En ce moment, on vit une accélération foudroyante sur ce sujet, et en particulier parce que la fusée qui est en train de monter est propulsée par 3 moteurs principaux. Le premier, c'est pas la peine de le développer, c'est la tech qui a fait des progrès absolument considérables. L'IA permet de faire beaucoup de choses. On oublie aussi le deuxième morceau de la tech en finance, c'est le Web3, qui également permet de faire beaucoup de choses avec la tokenisation. En tout cas, l'IA est en train de propulser les calculs pour toutes sortes d'usages nouveaux. Ça, c'est le premier moteur. Deuxième moteur, c'est les attentes de ce que j'appelle les nouveaux consommateurs, en particulier des jeunes. J'y reviendrai dans un instant. Puis le troisième, on a parlé tout à l'heure, c'est la réglementation. Et dans notre cas à nous, c'est pratiquement la première fois, sans doute la première fois, qu'en matière d'innovation financière, la réglementation est en avance de phase. C'est-à-dire la réglementation Open Banking et Open Finance a presque préexisté aux usages qu'elle a permis. Donc mouvement puissant et irréversible. Et je pense que le meilleur, en tout cas le plus gros, est à venir. Alors c'est à la fois excitant, c'est aussi inquiétant, c'est déstabilisant, notamment pour les acteurs dits traditionnels. Au fond, ces derniers, encore une fois, je me mets dedans parce que j'ai été longtemps banquier, j'en suis fier, se sont crus longtemps propriétaires de la donnée du client. Et ça m'a beaucoup rappelé quelque chose que j'avais aussi connu, qui est le dossier médical. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Le dossier médical exportable, transmissible, a commencé en 2004. Et pourquoi ça n'a rien donné? Parce qu'il n'y avait pas d'API, il n'y avait pas de capacité à l'extraire, il n'y avait pas de numérisation. Moi, un jour, j'ai déménagé, j'ai mis 6 mois à transférer mon dossier médical d'un médecin à l'autre, et 7 ou 8 lettres recommandées. Il y a eu des choses qui ressemblaient un petit peu à ça, qu'on peut prolonger. Les conditions de réussite, d'ailleurs, de fonctionnement du dossier médical doivent servir de leçon pour les dossiers financiers. Le client ne veut plus être passif. Et d'ailleurs, dans la racine étymologique de passif, c'est celle de patient. Et à certains égards, les clients des établissements financiers, on l'entend, étaient plus des patients que des clients, puisqu'il y avait une situation de très forte fidélité, pour ne pas dire de monopole. Et d'ailleurs, la satisfaction de tout le monde, le système fonctionnait bien. Mais sur ce point de vue, les choses ont beaucoup bougé. Il veut être acteur du service. Il veut participer, il veut maîtriser ses données, il veut les emmener avec lui, il veut les échanger, les monétiser et obtenir d'autres services. C'est ça la nouvelle revendication. Et c'est une bonne chose, parce que ça fluidifie l'économie, ça réduit les coûts, ça ouvre toutes sortes de perspectives, y compris l'inclusion financière, qui est un très grand sujet attaché à celui-ci. On est entré dans une économie transactionnelle. Et j'écoutais avec intérêt à ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, parce qu'au fond, c'est ça, c'est un trade qui est en train de se faire. Au passage, ça existe déjà dans le plus grand pays du monde, les États-Unis, le plus grand marché du monde, pardon. Puisque, notamment en matière de crédit, ça se passe déjà comme ça depuis très longtemps. Alors, la première brique, ça a été l'open banking, la deuxième directive européenne sur les paiements. C'est un peu compliqué, mais pour faire simple, le client peut faire appel à un prestataire externe agréé, et le mot agréé est essentiel, dans les mêmes termes qu'une banque pour le même service, pour aller extraire sa donnée et obtenir avec d'autres services. On a commencé par les paiements, mais l'intention du législateur régulateur européen, bien entendu, c'est de permettre la réappropriation de la totalité des données. Et les autres données financières, outre les paiements, c'est quoi? C'est le crédit, c'est le placement et c'est l'assurance. Alors, open banking, c'est cette partie-là. Open Finance, c'est tout le reste. Et en particulier, la partie assurantielle. Ça permettra la création d'un système beaucoup plus agile, plus inclusif, plus compétitif, à un moment donné où la menace monte, ça a été évoqué tout à l'heure, par Laure, je crois, les GAFA et les BATX chinois, dont on ne parle pas souvent en finance, mais ils sont passionnés par le sujet de finance. Ils sont dans Paris, là. Je les vois, je les rencontre. Et ils ne peuvent pas se désintéresser de la finance parce que la finance, c'est de la data. Et leur raison d'être, c'est de la data. On a eu des débuts un peu compliqués avec les banques il y a 10 ans. Parce que, comme avec mon médecin, pour obtenir mon dossier médical, mais ça ne s'est pas si mal passé que ça, parce qu'ils sont des gens intelligents, forcément, et puis ils ont compris aussi
que c'était leur intérêt et que d'ailleurs ça avait la vertu de la chose jugée. Donc on peut s'émouvoir à l'infini contre la chose jugée. À un moment donné, il faut essayer d'en tirer le meilleur. Hein. Avec les assureurs en ce moment, c'est également compliqué. Je mentirais en disant le contraire. Donc on a des discussions avec leurs représentants. Mais le mouvement est en marche. Je voudrais revenir d'un point pour le client, les nouvelles attentes du client, sur un sujet considérable qu'est le crédit, dont on ne parle pas souvent. Vous êtes des contributeurs au nouveau système de crédit. Le crédit, pendant pratiquement des centaines d'années, ça consistait à regarder dans le rétroviseur. Si tu es un particulier, donne-moi tes 3 dernières fiches de paie. Si tu es une entreprise, donne-moi tes 3 derniers bilans et je vais te dire ce que je peux faire pour toi. Or, le passé préjuge de moins en moins de l'avenir parce que la digitalisation bouleverse tous les modèles, petits et grands, que les jeunes consommateurs, ils vont être salariés, puis freelance, puis auto-entrepreneurs, puis les deux en même temps, puis ils vont s'arrêter pendant 3 mois, puis ils vont repartir. Pour mettre un algorithme, une prévision là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on a beaucoup de mal. Le passé préjuge moins de l'avenir, mais le consommateur, il ne veut plus jouer le jeu. Il n'est plus d'accord. Il ne veut pas remplir des formulaires. Quand il a moins de 35 ans, on ne remplit pas de formulaires pour caricaturer. Hein. Alors que nous, on continue à remplir comme des bons citoyens. Enfin, je commence à me lasser aussi un peu. Il ne veut plus donner de garantie. Il accepte qu'on lui dise non ou oui, mais c'est tout de suite. C'est du temps réel. Et donc, il s'attend à un autre mode d'interaction avec son prestataire de crédit. Sur ce plan-là, l'open finance permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et d'ailleurs, les établissements français dits traditionnels en sont devenus des champions. Hein, on oublie qu'après avoir un peu freiné au départ, avec des inquiétudes qui sont légitimes, qu'on peut comprendre, parce qu'il faut absolument protéger le consommateur, l'intégrité de la donnée, l'équilibre du marché. Bon. Il y a plein d'applications en finance qui sont en cours de développement et qui fonctionnent. Je peux mentionner le diagnostic patrimonial, hein, si vous voulez... Que le numérique avec la data vous permette d'analyser votre situation et vous faire des préconisations, ça fonctionne très bien. On peut parler de la cotation d'assurance en temps réel, qui vous évite de passer par les étapes, pour en citer que 2. Donc, des parcours plus fluides, des nouveaux services, des prix qui sont à la baisse aussi. Hein, ça lutte contre l'inflation et ça permet donc des avancées importantes en termes d'innovation et d'économie. Les inquiétudes des assureurs, on les écoute. C'est plus compliqué les données d'assurance que les données bancaires. Pourquoi ? Parce que c'est des données de nature extrêmement différente, qui sont moins centralisées. Et au fond, les assureurs évoquent des points qu'on écoute avec attention. C'est difficile à extraire, ça peut être coûteux à extraire. Il y a des coûts associés à ça, il faut s'assurer que ça en vaille la peine. Et puis il y a des risques de circulation intempestive de données sensibles, par exemple sur la santé. Et tout ça s'entend. Alors, 10 ans de DSP2, si vous appuyez sur autre compte, autre banque, sur votre application bancaire, depuis 10 ans, c'est une fintech qui fait le boulot. Hein. Et ça s'est toujours très bien passé, merci. On investit beaucoup dans les mêmes termes que les grands établissements. Évidemment, il faut continuer à être vigilant, mais ça a prouvé son efficacité et sa résilience. Il faut qu'on travaille dans les mêmes termes avec les assureurs, et c'est tout l'esprit des discussions qu'on a proposées d'ailleurs à la profession, alors même que la commission est plutôt allante sur le sujet, mais on est conscient qu'il faut faire les choses comme il faut et dans le bon ordre. On a devant nous à la fois une menace et une opportunité. La menace, c'est que les grands établissements numériques et financiers sont à nos portes. Quand je dis sont à nos portes, ils sont chez nous. La finance que j'ai connue, elle était multinationale, multilocale. C'était impossible de fabriquer un crédit à consommation en France et le vendre en Allemagne, et alors qu'on est dans l'Union européenne. Aujourd'hui, un paiement peer-to-peer, une cagnotte ou du crowdfunding, ça se fait dans les mêmes termes à Mont-de-Marsan ou à Singapour. Donc les frontières volent en éclats, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les acteurs qu'on a devant nous, c'est des géants du numérique. Et Laure l'a dit, et plusieurs d'entre vous, ils ont des ressources considérables, financières, numériques, et donc ils s'intéressent fortement à notre sujet. Donc notre enjeu, c'est de travailler ensemble pour fabriquer un écosystème performant, des champions français et européens. Évidemment, on parle à nos camarades de l'Union européenne, et de le faire vite, parce que la marée monte extrêmement rapidement.
Ça a été dit, c'est attaché à notre souveraineté. La finance, ce n'est pas un service comme les autres. D'une part, par les enjeux de financement et de sécurité que ça pose, mais aussi parce que c'est attaché à notre souveraineté, à notre liberté, notre indépendance. Si on lâche notre finance, on lâchera tout simplement notre souveraineté. Donc des menaces, mais des opportunités, parce que les Français sont très bons dans ce domaine. Hein. On est très bons en numérique. Une très grosse partie des labos de recherche d'IA dans le monde des big tech sont des Français à la tête. Des Français et des Françaises. Qu'en finance, on n'est pas tout à fait manchot non plus. Et donc le croisement de la finance et du numérique, des technologies de la donnée, c'est un secteur dans lequel on a des choses à dire et dans lequel il faut fabriquer, encore une fois, des champions locaux. Donc c'est tout l'esprit de ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est plutôt exaltant. Et en tout état de cause, comme ça a été dit plusieurs fois, le secret de la réussite, c'est de chasser en bande, c'est de travailler en équipe, et c'est de fabriquer un collectif au service des objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Je vous remercie. Je pense qu'on a 1 minute pour une question, si vous le souhaitez. Et merci Alain, c'est très intéressant. Ok. On a beaucoup parlé de la Commission européenne, qui est revenue, les enjeux réglementaires, etc. Donc, on a invité Malte Beyer-Katzenberg, Policy Officer de la Commission européenne sur les enjeux numériques. Excusez-moi, je lis mon papier. Qui n'a pas pu venir, malheureusement, mais qui nous a réalisé une petite vidéo pour l'occasion. Déjà, merci beaucoup de m'avoir reçu ici en visio message. Comme vous le savez, peut-être, j'étais un des architectes du DGA. En 2020, on a cru de vraiment conceptualiser un modèle neutre qui porte de la confiance et qui se met entre deux parties, un détenteur de données, un usager. Mais le succès, il est vrai, il faut toujours le voir. On croit toujours que c'est un marché très émergent. Surtout dans tout ce qui est des espaces de données, style Gaia-X, il y a beaucoup de potentiel qui n'est pas encore réalisé. En Europe, il y a quelques États qui traînent avec la mise en place des systèmes de labellisation, donc la France est bien en avance. Et je me réjouis ici de connaître des contacts à l'Association d'intermédiaires de données qui me donnent des retours très pratiques. Concrètement, on voit aussi que certains se voient un peu contraints par la stricte séparation de pouvoir qu'on veut, mais ça, c'était un choix qu'on voulait pour vraiment avoir la neutralité dans l'intermédiation. Est-ce que, donc, on est concrètement en train d'évaluer cet acte juridique en ce moment, et on a plein de discussions à long terme. Est-ce qu'il faut peut-être l'ajuster ou pas? On est dans un nouveau mandat, 2024-2029, et le grand principe, c'est la simplification, le réglementaire. Donc, le DGA n'échappe pas à cette révision pour voir exactement quel type de règles il faut encore. Et comme je disais, on est en train de réfléchir, est-ce que les règles actuelles du DGA chapitre 3 sont trop freinants pour faire émerger une marché de intermédiaires pour la partage volontaire. Mais nos études vont un peu au-delà aussi. On regarde aussi le fameux règlement sur le free flow of data. On regarde tout ce qui est réutilisation des données du secteur public, open data. Et tout cela peut en fait faire partie d'une grande mesure omnibus, dite de simplification numérique, qu'on va proposer peut-être encore déjà cette année. Donc il y a deux grands chantiers, et peut-être deux plus petits. Le premier, c'est en fait la switchabilité entre des fournisseurs cloud. Ce n'est pas ma spécialisation au sein de la commission, mais je sais que ça a déjà des retours par la réduction des charges dites egress
et aussi par l'adaptation des clauses contractuelles, surtout par les grands acteurs du cloud. Deuxième enjeu dont je me sens un peu plus confortable, c'est en fait de créer un nouveau droit de la portabilité ou d'accès et d'usage pour des usagers des objets connectés, industriels ou professionnels, ce qui ouvre en fait toute une sorte de marché. Et là, aussi, surtout, aussi, on peut faire un lien avec des intermédiaires qui peuvent proposer des services de portabilité, par exemple, ou aider à trouver un exploitant agricole, de trouver quelqu'un pour en fait mettre en valeur les données. Donc les deux actes, surtout chapitre 2, Data Act et DGA intermédiaire, sont conçus ensemble, même si ce sont deux actes séparés, pour en fait donner des droits de fond et des mécanismes procéduraux pour faire circuler plus de données dans l'économie. Le message, c'est surtout qu'avec ce dispositif, chapitre 2 Data Act, vous êtes contrôleur de vos propres données et vous avez un droit de choisir un fournisseur de services qui va vous intégrer, visualiser ou même proposer un autre objet qui a besoin d'avoir quelques connaissances comment l'autre objet fonctionne. Et avec des intermédiaires neutres, on met en place un dispositif qui est vraiment met tout le contrôle dans les détenteurs de données et pour éviter aussi les trends de la plateformisation dans le domaine de la donnée. Est-ce que ça va réussir? Ça, c'est je crois, le jeu en cœur ouvert. Les espaces de données sont le cadre dans lequel ça se peut jouer. Mais c'est une question là aussi d'adapter, de profiter de cette opportunité de contrôle, de souveraineté sur ses propres données et d'un partage souverain. Merci à tous. Alors merci à tous, même si Malte Beyer ne vous entend pas, nous lui transmettrons vos félicitations. Et comme fait extraordinaire, on a quelques minutes d'avance sur le planning. Avant de vous présenter le livre blanc, peut-être vous dire quelques mots sur l'évolution de la réglementation, parce que l'AID, qui regroupe un certain nombre d'acteurs du marché, a mis en place des commissions pour travailler sur ces sujets. Et je voudrais souligner la qualité des échanges qui existent avec l'ARCEP au niveau national. Je puis vous assurer, j'ai quelques cheveux blancs, donc interagir avec des régulateurs, je l'ai fait toute ma vie. Avoir des régulateurs qui sont vraiment à l'écoute et qui sont pro-business, c'est vraiment très plaisant pour les entreprises. Et Madame de la Rodière, merci infiniment pour cet échange toujours très fructueux. Mais on a également, et ce qui est nouveau, des échanges avec la Commission européenne sur ces évolutions de la réglementation, avec ce qu'ils ont appelé des dialogues compétitifs, qui nous fait que j'ai été invité par une commissaire européenne en charge du numérique le 1er juillet pour présenter les positions de l'AID sur le DGA et ses évolutions qui sont prévues. Et je trouve que la démarche est vraiment très positive. Donc j'ai représenté les positions de l'AID, résultat d'un groupe de travail qui avait été mené de plusieurs mois sur le sujet. Et de façon très simple, on a d'abord réaffirmé l'importance du statut d'intermédiaire de données et du caractère obligatoire de la déclaration. Nous avons également souhaité proposer de mettre plus en avant le label qui nous semble être garant d'un niveau d'exigence de l'intermédiaire, notamment en termes de sécurité. Et on est tous conscients aujourd'hui qu'un des principaux dangers qui existent dans une économie totalement connectée est le risque cyber. Et donc avoir des intermédiaires de données qui ont un bon niveau d'exigence en termes de cyber nous paraît absolument essentiel. À juste titre, des industriels se sont émus de ce nouveau statut qui peut-être pouvait les empêcher d'échanger de la donnée avec leurs partenaires habituels, avec qui ils ont des relations économiques de long terme. Et le DGA, sans faire de
du juridique prévoit un cadre de groupe fermé, et ce groupe fermé a certainement besoin d'être précisé pour que les industriels, dans un cadre très précis, puissent échanger de la donnée sans forcément passer par un intermédiaire de données régulées. Et puis, ça a été déjà évoqué et bien expliqué par Jean-Sébastien de Boide Data Trust. Un intermédiaire, ça prend de la donnée d'un détenteur, ça la passe à un utilisateur. Mais en fait, ça fait un peu plus que ça, parce qu'on vient transformer de la donnée pour la normaliser, pour faire des conversions qui peuvent être parfois techniques, mais également, il y a des traitements qui nous sont demandés par les détenteurs et par les utilisateurs qui, en fait, leur simplifient la vie au quotidien. Et le DGA avait besoin et a besoin de s'étendre un peu dans ce domaine. La condition essentielle, la limite, c'est que l'intermédiaire de données ne capte pas de façon indue une valeur pour son propre compte. Voilà. Suivez mon regard, à l'Est et à l'Ouest, de grands acteurs qui font ça depuis toujours et qui sont venus piller la valeur des acteurs européens. Et nous portons, nous, en Europe, une position différente sur une intermédiation qui respecte le rôle des uns et des autres et qui fait une intermédiation de données en transparence et de confiance. Voilà. Donc c'est un petit complément par rapport à ce que nous a dit Malte Beyer sur l'intermédiation de données. Marie-Claude me disant qu'on est bon maintenant au niveau du timing, je vais pouvoir partager avec vous peut-être quelques éléments sur cet événement, vous remercier pour la richesse des interventions. Évidemment, moi je suis passionné par le sujet, donc j'ai trouvé ça passionnant, j'espère que vous l'avez partagé. Pour moi, ce qui ressort avec force, c'est que l'intermédiation de données, ce n'est plus qu'une idée que certains avaient. On a entendu des acteurs publics, des acteurs privés qui démontrent que des modèles existent déjà aujourd'hui. On a vu que les régulateurs, comme l'ARCEP ou la Commission européenne, placent ce sujet clairement au cœur de leur politique économique et de leur politique en termes de souveraineté. Ils en ont fait une priorité. Et puis on a compris à travers des témoignages d'acteurs qui vivent l'intermédiation de données au quotidien. Et merci également Alain pour ton témoignage sur la FinTech qui a probablement quelques années d'avance par rapport au reste de l'intermédiation de données, que ces logiques peuvent créer de la valeur concrète pour les entreprises, les citoyens et les territoires. Alors, nous savons que nombre d'acteurs économiques n'ont pas encore pris la pleine mesure du potentiel d'innovation et de création de valeur qui est rendu possible par l'intermédiation de données lorsqu'elle est neutre, transparente et sécurisée, bien évidemment. C'est pourquoi l'AID a réalisé un Vademecum, un livre blanc, où nous avons voulu le faire aussi simple que possible pour clairement évangéliser les détenteurs de données et utilisateurs potentiels sur les opportunités que représente l'intermédiation de données. Alors ce livre blanc, il est mis à disposition au fond de la salle pour ceux qui sont présents. Il y a quelques exemplaires qui sont là, mais il est d'ores et déjà, je crois, en ligne, disponible sur notre site. Donc je vous invite tous à le télécharger. Vous y retrouverez une présentation de ce qu'est l'intermédiation de données, les enjeux réglementaires évidemment, les enjeux techniques, une série de cas d'usage très pratiques qui, nous l'espérons, inspireront ceux qui s'intéressent à l'intermédiation de données. Car il s'agit de cela aujourd'hui. Il faut arrêter de parler d'intermédiation de données. Il faut développer des cas d'usage, déployer des solutions, innover, apporter de la valeur aux propriétaires, aux détenteurs et à l'utilisateur de la donnée. Alors, un message pour moi clé se dessine, c'est que toutes les organisations aujourd'hui sont concernées, la vôtre en particulier. Et dans une économie qui est toujours plus numérique, elles sont à la fois utilisateurs et détenteurs de données. Alors, certaines, et on en a fait l'écho pendant ces échanges, sont parfois réservées sur le partage de ce qu'elles considèrent être leurs données. Et que le partage de données soit rendu obligatoire par la réglementation, et c'est le cas, ou qu'il crée de la valeur au sein de leur écosystème. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que les organisations disposent maintenant, avec les intermédiaires de données, d'un cadre de confiance à même de les réassurer. Et cela concerne les entreprises, mais cela concerne également l'État et les institutions qui détiennent elles aussi d'immenses gisements de données pour lesquels l'accès est encore aujourd'hui trop complexe.
C'est ce double mouvement des entreprises et des acteurs publics qui, nous le pensions, permettra réellement de passer à l'échelle. C'est exactement l'ambition de l'AID, favoriser la rencontre de tous les acteurs de l'intermédiation, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, porter une voix commune et audible auprès des décideurs publics, comme on l'a fait récemment, je vous l'expliquais, et puis façonner ensemble le futur de l'intermédiation, non pas comme un objet technique, mais comme un levier d'innovation, de compétitivité et de confiance. Et donc j'invite chacun et chacune d'entre vous à poursuivre ces échanges au-delà de cette soirée. N'hésitez pas à rejoindre l'AID, nous sommes grands ouverts pour pouvoir vous accueillir et favoriser ces échanges, de façon à constituer ensemble un couple plus fort et plus représentatif pour peser dans les débats qui ne manqueront pas d'exister à l'avenir. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre engagement. Et je propose à ceux qui sont présents de poursuivre les débats tout à l'heure autour d'un verre. Mais avant cela, nous avons le plaisir de bientôt d'accueillir François Vorer, le directeur de l'investissement de la Banque des Territoires, qui va venir conclure l'événement d'ici quelques minutes. Et qui arrive à point nommé. Donc, François, merci beaucoup d'être là, mais je lui laisse le temps d'arriver. Merci à tous d'avoir été là et merci aux intervenants. Hein, c'était clair et concis. C'est pas très souvent qu'on arrive à ne pas terminer en courant un événement. Donc j'accueille pour la conclusion François Vorer, directeur de l'investissement de la Banque des Territoires. Alors, c'était clair et concis jusqu'au moment où j'arrive. Et maintenant, ça va être long et incompréhensible. Donc, accrochez-vous. Il n'y en a que pour 1h30, donc c'est bon. Non, je voulais être là aujourd'hui parce que le sujet que vous avez traité pendant toute cette période est un sujet qui est absolument en clé pour la Banque des Territoires et pour la Caisse des dépôts. Et en fait, il faut que vous sachiez que la thématique de la souveraineté numérique est un thème qui est porté par notre directeur général, Olivier Sichel, qui, je dois l'avouer, ne doit pas passer plus d'une semaine sans parler de souveraineté numérique. En fait, il en a fait le point clé de son mandat. Et donc, clairement, nous sommes tous, dans toute l'organisation, sous tension, obligés de nous focaliser sur cette problématique qui est très importante. Donc c'était vraiment important que je vous relaye cet élément-là. Le groupe Caisse des dépôts dans sa globalité et la Banque des Territoires en particulier accordent énormément d'importance. Alors c'est pas nouveau parce que historiquement la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts étaient très impliquées dans tout ce qui était le développement et le déroulement de la fibre optique et c'est un des grands succès de la Caisse des dépôts Banque des Territoires puisque comme vous le savez, aujourd'hui, on a un taux d'équipement qui est de l'ordre de 98,5%. Et quand la Caisse des dépôts a commencé à s'occuper de ce sujet, il y a maintenant 15 ou 20 ans, on était très très loin de ça. Alors, quand on parle de souveraineté numérique, on comprend assez bien la problématique lorsqu'on parle d'infrastructure. Alors, historiquement, on avait fait la fibre. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur la thématique des data centers. Ça m'occupe. Là, en fait, j'étais en retard parce que j'étais justement en call avec un opérateur français, avec un partenaire américain, sur un projet de data center à Marseille. Et en fait, on est vraiment en train de regarder ce sujet-là de façon extrêmement approfondie. Et on voit qu'on parle de dizaines, centaines, milliards d'euros. Et on comprend bien l'importance d'avoir des data centers qui soient localisés sur le territoire. Mais alors, quand on commence à parler des data space, on se rend compte que pour le commun des mortels, à savoir moi qui ne suis pas un spécialiste, ça devient plus compliqué et plus difficile à maîtriser. Et c'est donc pourquoi c'était très important d'avoir cette réunion aujourd'hui pour se focaliser sur la problématique data space, parce que l'infrastructure numérique, c'est bien, mais si on n'a pas également une approche souveraine en matière de data space, la réalité, c'est qu'on n'aura traité que la moitié du problème et qu'on sera à côté de la plaque. Alors, historiquement, c'est un sujet qui aussi intéresse la Banque des Territoires. Donc, on soutient un certain nombre de data space dans le tourisme, à Pidae. Mais le fait est que on n'a pas toujours eu autant de succès que dans le cadre de la fibre. Les data space, c'est quand même un sujet plus compliqué. Et en fait, c'est un de mes traumatismes. Moi, je suis arrivé à la Banque des Territoires il y a 18 mois. Et un des premiers dossiers que j'ai dû traiter avec Marie-Claude, c'était le sujet Hack Data Hub. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler, mais ce n'était pas le meilleur dossier en portefeuille.
C'était pas le meilleur dossier en portefeuille. Pourtant, l'idée était bonne. Il va falloir avoir de la donnée agricole, c'est important de l'échanger, c'est un sujet souverain. Le seul problème, c'est que personne n'avait véritablement pensé au modèle économique derrière ce data space. Résultat des courses, après avoir subventionné pendant combien d'années, Marie-Claude? 1, 2, 3, 4, 5, 4 ans. Après avoir subventionné pendant 4 ans, on était toujours là en train de chercher un modèle économique pour Hack Data Hub. Et la conclusion, c'est que finalement, on a tiré la prise et que Hack Data Hub n'est plus. Et ça prouve bien que quand on se préoccupe de ce sujet de souveraineté numérique au niveau des data space, il est hyper important d'avoir réfléchi à la problématique du business model, au rôle du public par rapport au privé, de comment est-ce qu'on inclut chacun des partenaires. Et je sais que c'est le thème qui vous a animé toute l'après-midi. Et je voulais vous dire que chez nous, c'est vraiment un sujet clé, mais que, clairement, dans les années à venir, on ne va pas traiter la souveraineté numérique sans se focaliser sur cet aspect-là. Et donc, franchement, merci d'y avoir consacré du temps et d'avoir été avec nous toute l'après-midi. C'est super. Voilà. Et maintenant, comme je sais que vous avez passé beaucoup de temps, j'ai essayé d'être clair et concis. Et c'est, je crois, le moment de passer un peu de temps pour un moment de convivialité. Merci à vous.